Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier podcast du Cercle des Conseils. Alors pour ce premier épisode, j'ai eu la chance de tourner dans ce magnifique lieu qui est l'Hôtel Imperator Maison Albar à Nîmes. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier très chaleureusement le directeur général de l'hôtel, Jérôme Mantantem, ainsi que Camille Cassan pour la qualité de l'accueil et puis pour la mise à disposition d'une partie de ce lieu mythique qu'est le salon Hemingway. Alors pour ce premier épisode, nous allons évoquer le monde du financement bancaire qui a été fortement chahuté depuis 3 ans, notamment dû à des événements exogènes qui sont le Covid et la crise ukrainienne. Que ce soit les primo-accédants ou les investisseurs immobiliers, ils s'interrogent, ils se posent des questions au regard de l'augmentation subite et très forte des taux d'intérêt, mais aussi des contraintes bancaires qui ont été resserrées. Alors pour y voir plus clair, j'ai invité Julien Rainville, qui est spécialiste crédit à Nîmes chez CAFPI et qui va répondre à l'ensemble de mes questions. Bonjour Julien, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce premier rendez-vous du Cercle des Conseils. Avec plaisir, Fabien. Dans ce premier format, on va aborder le monde du financement bancaire qui a fortement évolué depuis les 3 dernières années. Mais avant de commencer, que tu nous apportes ta vision technique du marché, est-ce que tu peux déjà te présenter et présenter qui est CAFPI? Oui, alors moi, j'ai rejoint CAFPI en 2015. Avant ça, j'étais conseiller dans une banque traditionnelle et j'ai rejoint CAFPI par mon appétence pour le prêt immobilier. Ce qui m'a plu chez CAFPI, c'est la force de son réseau. Aujourd'hui, CAFPI a à peu près 250 boutiques en France. On a à peu près 1000 mandataires et 500 salariés. Donc, c'était pour moi rassurant d'intégrer un gros groupe comme ça. D'accord. Et donc chez CAFPI aujourd'hui, quel est votre bilan de l'année 2022 qui s'est écoulée sur le monde du crédit? Alors, l'année 2022, elle a été un petit peu compliquée, un petit peu bouleversante par tous les événements qu'on connaît géopolitiques. Le crédit immobilier n'a pas échappé à l'inflation, à tout cela. Du coup, on a connu une forte hausse des taux nominaux Oui. des banques, puisque elles-mêmes, leurs coûts de refinancement ont été fortement augmentés. Donc, du coup, elles ont dû répercuter cette hausse sur les clients, ce qui a forcément impacté le pouvoir d'achat des clients. Et on a vu des dossiers un petit peu compliqués à sortir par les taux d'endettement et le taux de l'usure qui a fait son apparition récemment. D'accord, oui, on a vu ça dans l'actualité, ça a fait la une des chaînes d'information à la télévision. Alors Julien, pour l'année 2023, quels sont les premiers enseignements que vous tirez? On s'aperçoit que sur l'année 2023, les taux continuent à augmenter. Visiblement, on devra arriver à un plafond à la fin du premier semestre. Ouais. Les banques se refinancent à peu près au même prix qu'en fin d'année, c'est à peu près stable de leur côté. Donc du coup, progressivement, elles augmentent leur taux pour arriver à leur seuil de rentabilité qui devrait se situer aux alentours vraisemblablement des 4% d'ici la fin du premier semestre. Et on devrait donc avoir une stabilité des taux sur le second semestre 2023. Ok, donc on va dire c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à la flambée des taux qu'on a connus. Ouais, même si les taux augmentent et continuent à augmenter, vraisemblablement ça va se stabiliser, donc ça sera peut-être un petit peu plus lisible pour les clients. Et historiquement d'ailleurs, tu parlais d'un taux de 4%, mais quand on remonte sur 15 ans, 20 ans, finalement, est-ce qu'on est encore sur des niveaux bas, élevés par rapport à... Il y a une dizaine d'années, c'est à peu près ce qu'on observait. Ouais. Voilà, on a été, on va dire, peut-être mal éduqués sur les 5, 6, 7 dernières années avec des taux vraiment très très faibles. Mais là, on va retrouver un marché d'il y a 10 ans. Ouais. C'est vrai que je me souviens, et peut-être ceux qui nous regardent s'en souviennent également, ça faisait également la une des titres des journaux. On voyait que l'État français empruntait même à taux négatif pendant quelques temps, ce qui est assez invraisemblable finalement. Ouais, exactement. Ouais, eux, ils avaient. En fait, les banques, quand elles prêtent de l'argent, elles achètent, elles, l'argent sur les marchés financiers. Et comme elles achetaient cet argent de manière négative ou très, 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 très faible, du coup, ça permettait aux clients d'avoir des taux vraiment, vraiment faibles. D'accord. Ok. Alors, tu parlais il y a encore quelques secondes du taux d'usure. C'est un terme que tout le monde finalement a pu découvrir. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans le vif du sujet et nous dire ce que ça représente, ce que ça bien intègre? sûr. Le taux d'usure a fait un peu la une des journaux en début d'année. En fait, le taux de l'usure, c'est un taux qui est fixé par les pouvoirs publics pour protéger le consommateur. Donc, il ne faut pas que le TAEG dépasse ce fameux taux de l'usure. Le TAEG comprend en fait tous les coûts annexes à un prêt immobilier, donc le taux nominal du prêt,
Donc ça, c'est le taux classique que l'on voit que tout le monde connaît, tout le monde connaît, exactement, ouais. mais également le taux de l'assurance, le taux de la garantie, le taux des frais de dossier. En fait, tous les frais inhérents au prêt immobilier, hormis les frais de notaire. D'accord. Tout cela va donner donc le TAEG. Il ne Ouais. faut pas que le TAEG dépasse ce fameux taux de l'usure. D'accord. Et donc, on a pu lire ou voir, entendre que des particuliers, finalement, malgré leur solvabilité, Était bloqué, hein. n'avaient plus accès au crédit. Quelle a été la réaction des pouvoirs publics? Ben, les pouvoirs publics ont décidé en début d'année de revoir de manière mensuelle et non trimestrielle ce taux. Mhm. Alors c'est une longue bataille, hein. CAFPI avait engagé cette bataille à partir de mai 2022, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Ça a été suivi par tous les courtiers, la Chambre des notaires, l'Observatoire de crédit logement, les collectivités locales. Du fait qu'il y ait moins de transactions, ils ont perdu également un petit peu d'argent. J'imagine. Et du coup, Bercy a décidé au mois de janvier de revoir ce taux de manière mensuelle et non trimestrielle comme c'était le cas auparavant, pour être plus proche de la réalité à l'instant T, quoi. D'accord. Donc le taux de l'usure a réévalué chaque mois, les taux d'intérêt qui ont augmenté. Au moment où on se parle, où on enregistre cette vidéo, quels sont les taux d'intérêt sur des périodes de 20 ou 25 ans? Ben aujourd'hui, sur 20 ans, on va être entre 3, 3,20, 3,30, voilà, Ouais. selon les profils. Et sur 25 ans, on va être entre 3,50 et 3,80, voire peut-être même plus, Ouais. sur un certain profil. Cette tendance va avoir tendance à augmenter. Ouais. Voilà, vraisemblablement jusqu'au mois de juin. D'accord. Les banques sont à peu près unanimes pour nous dire que si l'usure n'existait pas, Ouais. on serait aux alentours des 4%. D'accord. Alors Julien, tu le sais, lorsque nous, chez Cyrus, nous réalisons des audits patrimoniaux, nous décortiquons tous les postes du client, notamment le poste budgétaire, et nous analysons les emprunts, les crédits que les clients ont souscrits. Et quelquefois, on voit que certains d'entre eux ont des options Ouais. inhérentes à leur contrat de prêt. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont ces options? Ouais, alors nous, chez CAFPI, mais en règle générale, tous les prêts comportent des options. Ouais. Donc souvent, ce sont des options de modulation et de souplesse. Ça signifie qu'au cours de la vie du prêt, si la situation financière des clients évolue, ils ont la possibilité de revoir à la hausse ou à la baisse leur mensualité, à la hausse ou à la baisse la durée, en fonction de leur situation à l'instant T. Donc, c'est des options souvent méconnues de la part des clients, Ouais. mais qui peuvent rapidement leur faire gagner en pouvoir d'achat si leur situation évolue. À titre d'exemple, on peut, au cours de la durée du prêt, augmenter plusieurs fois la mensualité. Si on l'augmente ne serait-ce que de 80-100 euros tous les 3-4 ans, bah à la fin, ça va quand même faire un gain sur la durée. Il existe de temps en temps aussi des options de transférabilité. D'accord. Donc, on peut transférer le prêt sur notre projet immobilier. Ouais. Voilà, ça va dépendre vraiment de la banque qui instruit le dossier à l'instant T, si ça existe ou pas. Mais c'est des choses qui existent effectivement. Ok. Et imaginons que je suis un particulier qui a 10 ans souscrit un emprunt pour acheter une résidence principale. J'ai souscrit à des taux extrêmement bas, autour de 1%. Si aujourd'hui j'ai envie de vendre mon bien, est-ce que je suis obligé de rembourser mon crédit? Est-ce que je peux continuer à bénéficier de ces conditions-là pour un projet aujourd'hui? Alors, si dans l'offre de prêt, il y a la transférabilité du prêt, Ouais. donc là, on va pouvoir le transférer sur un nouveau bien. Ça Mhm. ne pose pas de difficulté. Ensuite, tout va dépendre de la garantie qu'il y a sur le prêt souscrit initialement. S'il y a une Ouais. garantie hypothécaire, là, le notaire se doit de solder le crédit. Mhm. S'il y a une société de cautionnement, c'est un petit peu au bon vouloir de la banque. Contractuellement, c'est pas très lisible. Voilà. On peut ne pas solder le prêt, comme la banque peut exiger le remboursement du prêt. Ça sera plutôt à voir avec la banque, mais voilà, s'il faut rentrer dans cette négo avec la banque, D'accord. ça peut être possible de conserver son prêt initial pour acheter un nouveau bien. D'accord. Ouais, donc c'est une question à creuser, on va dire. C'est une question à creuser. Il n'y a pas de réponse franche sur oui ou non. Ouais. Alors, dans ce format, tu sais, du cercle des conseils, l'idée, c'est aussi donc d'apporter une valeur ajoutée, de donner comme on dit, des tips pour que les clients puissent, ou les particuliers puissent gagner de l'argent via leur emprunt. Quels sont aujourd'hui les conseils que tu pourrais donner pour aller essayer d'optimiser le financement d'un projet? Ben, clairement, de solliciter des professionnels. Je pense que nous, aujourd'hui, on est les mieux armés Ouais. pour aider les clients à obtenir leur prêt immobilier.
dans ce contexte extrêmement tendu, on peut avoir des solutions que le client n'aura pas en allant directement à sa banque. Ouais. Lorsque nous, on va traiter un dossier chez CAFPI, on va traiter vraiment de A à Z, de l'élaboration du projet du client, lui expliquer en amont du projet quel comportement bancaire avoir et quoi faire pour mettre toutes les chances de son côté. Et ensuite, toute la négo bancaire. En fait, envoyer un courtier, c'est comme si on faisait le tour de toutes les banques. Parce que moi, je connais tous les critères bancaires de toutes les banques avec lesquelles on travaille. Ouais. Donc, du coup, au client, on va lui faire gagner pas mal de temps. Ouais, déjà, oui. Alors, je lisais hier dans un article des Échos que les dossiers de crédit ont chuté de 32% en un an, ce qui est considérable. Aujourd'hui, quels sont les conseils que tu donnerais à un particulier, déjà pour qu'il puisse continuer à avoir accès à l'emprunt et, dans un deuxième temps, de gagner de l'argent? Clairement, de nous solliciter, de passer par un professionnel. Aujourd'hui, je pense que nous, on a toutes les cartes pour aider les clients dans leur obtention de prêts immobiliers. Ouais. De par la connaissance de nos partenaires bancaires, on va faire gagner du temps aux clients sur les démarches, puisqu'en me voyant moi, c'est comme s'ils voyaient toutes les banques. Et puis, on va optimiser toutes les variables qui composent le prêt immobilier. Ce qu'on disait tout à l'heure, les clients s'attachent au taux classique qu'on entend dans les médias. Bien sûr. Mais tout se négocie dans le prêt immobilier, la garantie, les frais de dossier, l'assurance, etc. Et donc là, nous, notre rôle va nous permettre d'optimiser tout ça pour le client et l'accompagner dans son projet immobilier. D'accord. Alors là aussi, moi je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai vu que la réglementation sur les assurances emprunteurs a évolué au cours des dernières années. Est-ce que tu peux nous faire aussi un point là-dessus? Ouais, l'assurance emprunteur, c'était un marché qui était quasiment exclusivement détenu par les banques. Ouais. Aujourd'hui, on peut avoir recours à une délégation d'assurance, c'est-à-dire faire son prêt dans une banque et s'assurer ailleurs. Ouais. Ça a été fait avec plusieurs lois progressives, et la dernière loi qui est rentrée en vigueur, c'est la loi Lemoine au 1er septembre. Donc elle nous permet, en fait, elle donne libre choix à l'emprunteur de s'assurer où il veut, ou alors de résilier son assurance emprunteur à tout moment pour aller s'assurer vers l'assureur qui souhaite. Alors attention, il y a quand même un niveau de garantie que la banque va vérifier. Ouais. Il y a un critère d'équivalence de garantie qu'il faut respecter. Donc c'est la banque qui aura le dernier mot en disant oui, ton contrat il est équivalent ou pas. Ouais. Mais aujourd'hui, on peut changer d'assurance, comme un petit peu l'assurance auto ou habitation. D'accord. Donc ça, c'est un levier sur lequel aussi vous travaillez, ou sur lequel on peut justement gagner l'argent. Ouais, exactement, optimiser ce levier-là. Et il y a souvent des coûts et des tarifs vraiment très, très importants à optimiser là-dessus. Optimiser. Alors, nous, chez Cyrus, lorsqu'on est amené à faire des recommandations de stratégie patrimoniale et d'investissement, et selon les conditions familiales, nous sommes amenés à conseiller la création de sociétés civiles, notamment patrimoniales. Est-ce qu'aujourd'hui, via ce type de support, il est facile d'accéder au crédit? Quelles sont les conditions nécessaires? Est-ce que finalement, emprunter via une société ou en nom propre, c'est la même chose? Quelle est un peu la situation aujourd'hui? Alors aujourd'hui, oui, les SCI sont des choses qu'on fait de plus en plus. Ouais. Globalement, toutes les banques ont ce produit au catalogue. Après, certaines sont plus appétentes que d'autres à financer ce type de produit. Ouais. D'où là l'intérêt, encore une fois, voilà, de passer par nous, parce que notre expertise va pouvoir cibler plus rapidement le partenaire bancaire qui va être à même ou pas de financer ce type de produit. Après, toutes les banques l'ont au catalogue. Ouais. Après, ça dépend vraiment de la structure familiale, de l'apport, du projet, voilà, de toutes les caractéristiques qui vont permettre à la banque de se positionner ou pas. D'accord. Alors, Julien, dans le secteur de l'immobilier, les clients accèdent généralement à ce marché via des investissements en direct, des appartements, des immeubles, des locaux techniques et des locaux commerciaux, mais ils peuvent le faire aussi au travers de véhicules et accéder indirectement à ce marché-là. Je pense notamment au SCPI, qui est un véhicule qui se démocratise de plus en plus dans le patrimoine de nos clients. Je précise d'ailleurs, SCPI, pour ceux qui nous regardent, c'est l'acronyme de Société Civile en Placement Immobilier. Aujourd'hui, chez CAFPI, est-ce que vous avez des solutions pour accompagner des clients qui souhaitent accéder à ce marché via un emprunt? Oui, alors sur les SCPI, c'est un petit peu plus délicat, parce que la quasi-totalité des banques vont financer les SCPI qu'elles commercialisent elles. Ouais. Donc ça, c'est pour les banques classiques. Par contre, chez CAFPI, nous avons la chance d'avoir une richesse de partenaires bancaires. Et parmi ces partenaires, nous en avons certains qui peuvent financer des SCPI qu'elles ne commercialisent pas, sous respect de certaines conditions, bien évidemment. Mais oui, c'est quelque chose de possible et envisageable.
D'accord. Et les durées d'emprunt sont classiques comme pour de l'immobilier résidentiel C'est de ou 15 à 20 ans maximum. 15 ans, même 20 ans Ouais, quand même on peut malgré quand même tout. aller sur des durées longues. D'accord, très bien. Alors on arrive, on n'est pas très loin de la fin de cette interview. J'ai une dernière question à te poser et qui m'a été posée donc via les réseaux sociaux et via Instagram. Aujourd'hui, est-ce qu'un prêt lycée, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Un prêt lycée, alors ça dépend. On va avoir plusieurs types de prêts lycée. On a un prêt lycée avec un prêt à taux zéro, par exemple, Ouais. Qui a une durée d'amortissement différente. Donc là, on va le lycée, il n'y a pas de débat. On peut avoir un prêt lycée lorsqu'on fait, par exemple, pour un emprunt de 300 000 euros, je prends des chiffres ronds, Oui. on peut faire 120 000 sur 10 ans et 180 000 sur 25 ans. Mhm. Donc là, on va les imbriquer les deux, on va les lisser. D'accord. Ce qui va permettre de réduire un petit peu le coût du crédit, puisqu'on va avoir de l'assurance et de l'intérêt sur 120 000 euros uniquement sur 10 ans et non sur 25 ans. Mhm. Par contre, à contrario, l'inconvénient de ça, c'est qu'on va perdre toutes les options qu'on discutait, sur lesquelles on a discuté tout à l'heure, de modulation, etc., sur une des deux parties du prêt. Mhm. Donc, ça peut être une bonne comme une mauvaise idée. Et puis ensuite, on a le prêt lissé sur un prêt, par exemple, véhicule, un client qui a un prêt auto. Ouais. On peut lisser le prêt immobilier sur le prêt auto du client pour qu'il ait toujours la même D'accord. mensualité. Même s'il y a deux destinations différentes. Même s'il y a deux destinations différentes. Alors là, l'inconvénient, ça va être qu'il va y avoir un surplus d'intérêt le temps du lissage. Ouais. Par contre, le gros avantage, c'est que quand on fait ça, c'est que ça certainement que le client a un endettement déjà un petit peu important. Et donc, le fait de lisser va gommer cet endettement et va permettre éventuellement de faire passer le dossier. D'accord. Ouais, donc c'est un moyen, en tout cas, pour accéder au crédit. Exactement. Ça peut être un moyen d'obtenir un prêt pour un client. Bon, par contre, après, voilà, il y a quand même un surcoût d'intérêt. Bien sûr. Tout n'est pas rose. Bon, très bien. Alors, j'ai pour habitude, et je vais avoir pour habitude à la fin de chaque interview de poser la question décalée. Est-ce que tu as eu dans ta carrière des demandes un petit peu atypiques? Ouais, j'ai une demande atypique un jour, un client qui souhaitait acquérir sa résidence principale et c'était un yacht. D'accord. Voilà. Bon. Okay. Donc, demande atypique. Alors, c'était super sympa à traiter comme dossier, puisqu'encore une fois, la force de CAFPI fait que dans nos partenaires bancaires, on avait des partenaires qui étaient à même de financer ce type de biens par des hypothèques fluviales, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose vraiment d'atypique. J'ai financé qu'une seule fois. Donc, c'était vraiment cool d'avoir ce type de projet. Ça sortait un petit peu du cadre classique. Cadre classique. Bon, écoute, super. Julien, je te remercie vraiment d'avoir participé à cette premier format. J'espère que, comme pour moi, vous avez appris beaucoup de choses. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode où nous aborderons le secteur de la cession de pharmacie. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur la page Instagram Fabien Magda, Cyrus Conseil, ou sur ma page YouTube. À bientôt.